La patrie bleue, Mavi Vatan, de la Turquie, et la loi sur les zones de juridiction maritime. Cem Gürdenis. Lorsque le concept de patrie bleue est apparu en juin 2006, la géopolitique maritime de la Turquie traversait l'une des périodes les plus critiques de recul et d'encerclement de son histoire. Toutefois, l'origine de ce processus ne se situe pas seulement dans les années 2000, elle remonte bien plus loin, notamment aux années 1970, avec les crises du plateau continental qui ont commencé en mer Égée. En réalité, la lutte que mène aujourd'hui la Turquie au sujet des zones de juridiction maritime n'est pas un problème apparu soudainement. Tout au long de l'histoire de la République, la Turquie a longtemps adopté une approche de sécurité centrée sur le territoire terrestre, et les mers ont souvent été considérées comme des espaces stratégiques secondaires. Pendant la guerre froide, le réflexe sécuritaire de la Turquie s'est largement structuré autour de la défense terrestre, puisqu'elle se trouvait sur le flanc sud de l'OTAN face à la menace soviétique. Les mers étaient surtout abordées sous l'angle du transport, de la pêche et de la sécurité côtière. Mais le monde changeait. Le transport de l'énergie, les ressources naturelles sous-marines, les routes commerciales maritimes, les câbles de données, les infrastructures énergétiques offshore et la sécurité des détroits ramenaient les mers au centre de la compétition entre grandes puissances. Alors que le transport maritime constituait l'épine dorsale de l'économie mondialisée, les lignes d'énergie et de données situées sous la mer devenaient les nouvelles veines géopolitiques des États. La Turquie, bien qu'entourée de mers sur trois côtés, n'a pas su lire suffisamment cette transformation au niveau stratégique pendant de nombreuses années. La crise du plateau continental de 1976. La première grande rupture vécue par la Turquie au sujet des zones de juridiction maritime en mer Égée s'est produite dans les années 1970. Après le choc pétrolier de l'OPEP en 1973, l'intérêt pour le potentiel en hydrocarbures de la mer Égée a rapidement augmenté. Les deux pays se sont retrouvés sérieusement face à face pour la première fois lorsque la Grèce a commencé à entreprendre des démarches unilatérales d'exploration du plateau continental en mer Égée sans tenir compte des droits de la Turquie. Pour la Turquie, la question ne se limitait pas à l'octroi de permis d'exploration pétrolière. Le problème portait sur la capacité ou non des îles de la mer Égée à générer des zones de juridiction maritime. Cette crise a montré que la mer Égée n'était plus seulement un problème politique entre deux alliés de l'OTAN, mais qu'elle était devenue une question directe de souveraineté géopolitique. En 1976, la crise s'est aggravée après les activités du navire de recherche turc Ora, MTA Sismik 1, et la question a été portée à l'ordre du jour international. Le mémorandum de Berne, signé la même année et qui a gelé le problème jusqu'à aujourd'hui, a été en réalité l'un des premiers documents importants exprimant la volonté de la Turquie de gérer le problème du plateau continental en mer Égée sur des bases juridiques et politiques. L'essence du mémorandum de Berne était d'appeler les parties à éviter toute démarche unilatérale sur le plateau continental de la mer Égée et à tenter de résoudre le problème par la négociation. Cet accord était très important pour la Turquie, car il a fonctionné comme un mécanisme de frein politique empêchant la Grèce de créer un fait accompli en mer Égée. Cependant, dans les années suivantes, l'administration d'Athènes s'est éloignée de l'esprit de cet accord et a poursuivi des politiques visant à créer des situations de fait en mer Égée, provoquant les réactions de la Turquie. Une part importante des crises vécues aujourd'hui constitue en réalité la continuation du différend sur le plateau continental qui a commencé en 1976 et n'a jamais été pleinement résolu. C'est pourquoi il faut lire les problèmes de la mer Égée, non seulement à travers les crises actuelles, mais aussi dans la continuité stratégique de près d'un demi-siècle. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, CNUDM, et le plateau continental. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, CNUDM, a introduit un nouvel ordre maritime mondial qui a profondément transformé le droit classique de la mer. Au-delà des eaux territoriales, la Convention a placé des concepts tels que le plateau continental, la zone économique exclusive, Z, la zone contiguë, le régime offshore et l'exploitation minière des grands fonds au centre de la politique internationale et de la souveraineté des États. À partir de ce moment, les États n'ont plus considéré les mers seulement comme des routes de navigation, mais de plus en plus comme des espaces stratégiques liés aux hydrocarbures des fonds marins, à la pêche, aux richesses biologiques, aux routes commerciales maritimes et aux ressources économiques sous-marines. Toutefois, le régime établi par la CNUDM a créé de sérieux problèmes pour la Turquie, en particulier concernant la juridiction maritime générée par les îles. La mer Égée n'est pas une mer ordinaire, c'est une géographie semi-fermée et très particulière, remplie de centaines d'îles, d'îlots et de rochers situés juste en face du continent anatolien. Si la Convention est interprétée de manière maximaliste, comme le défend la Grèce, la vaste côte continentale de la Turquie, en mer Égée et en Méditerranée orientale, serait effectivement privée de zones de juridiction maritime équitables, confinant la Turquie à d'étroites eaux côtières, malgré le fait qu'elle possède l'une des plus longues côtes continentales de la région. C'est pourquoi la Turquie n'est pas devenue partie à la CNUDM. Mais la position d'Ankara ne se limite pas au simple fait de rester en dehors de la Convention. La Turquie a constamment maintenu une position d'objecteur persistant à l'égard de plusieurs dispositions clés, en particulier les articles 3, 33 et 121 relatifs à la largeur de la mer territoriale, aux zones contiguës et aux droits des îles en matière de juridiction maritime.
Depuis les négociations ayant conduit à la Convention, la Turquie s'oppose aux interprétations qui accordent mécaniquement aux îles une juridiction maritime complète, sans tenir compte de la géographie, de la proportionnalité et de la présence de côtes continentales adjacentes. En réalité, l'opposition de la Turquie à l'idée que les îles génèrent automatiquement un plateau continental et des zones économiques exclusives est antérieure à la CNUDM elle-même. Depuis 1958, Ankara défend le principe selon lequel les îles situées directement devant un continent ne peuvent produire des effets maritimes disproportionnés qui annuleraient les droits de l'État continental. La Turquie fonde cette position non pas sur des calculs politiques temporaires, mais sur le droit coutumier antérieur à 1958, sur les principes d'équité et sur les réalités géopolitiques de la mer Égée. Accorder à de petites îles et à des rochers un effet maritime plus important que celui du continent anatolien, avec ses milliers de kilomètres de côtes, est considéré par Ankara comme incompatible avec la géographie, l'équité et la stabilité stratégique. Ainsi, l'approche de la Turquie à l'égard de la CNUDM n'est pas conjoncturelle, mais profondément stratégique. Ces objections découlent principalement de la structure géographique unique de la mer Égée. Ankara soutient qu'une application rigide et mécanique de la juridiction maritime générée par les îles dans une géographie aussi confinée pourrait produire des résultats empêchant effectivement un État continental d'accéder à la haute mer. La revendication grecque des 12 000. L'objectif de longue date de la Grèce, consistant à étendre sa souveraineté sur une grande partie de la mer Égée et de la Méditerranée orientale, est étroitement lié au cadre établi par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, CNUDM. Avant même l'entrée en vigueur formelle de la Convention, Athènes avait déjà adopté l'article 3, qui accorde aux États côtiers le droit d'étendre leurs eaux territoriales jusqu'à 12 000 nautiques. À partir de 1981, la Grèce a clairement signalé son intention d'exercer ce droit en mer Égée. Après l'entrée en vigueur de la CNUDM en 1994, le différend est devenu beaucoup plus aigu. Pour la Turquie, la perspective d'une extension unilatérale par la Grèce de ses eaux territoriales à 12 000 en mer Égée a créé une préoccupation stratégique et géopolitique majeure. Dans le régime actuel des 6 000, la Grèce exerce déjà un contrôle sur près de la moitié de la mer Égée, 43,5%. Une extension à 12 000 modifierait radicalement l'équilibre maritime et pourrait transformer de facto la mer Égée en mer intérieure grecque, limitant sévèrement l'accès de la Turquie aux eaux internationales. En réponse, la Grande Assemblée nationale de Turquie a adopté en juin 1995 une résolution historique autorisant le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris militaires si nécessaire, afin d'empêcher une telle décision unilatérale. Cette déclaration a marqué la première fois où la Turquie a affirmé ouvertement qu'elle n'accepterait pas un fait accompli en mer Égée. Cette décision représentait bien plus qu'un avertissement militaire. Elle signalait l'émergence d'une nouvelle conscience géopolitique maritime turque. À partir de ce moment, Ankara a commencé à considérer les zones de juridiction maritime non plus seulement comme des questions juridiques techniques, mais comme des enjeux directement liés à la souveraineté nationale, à la sécurité, à la profondeur stratégique et à la survie géopolitique. Bien que le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie ait déclaré publiquement en 2005, lors d'une rencontre avec son homologue grec, que cette décision parlementaire devrait un jour être réexaminée. Aucun gouvernement turc n'a depuis pris de mesures concrètes pour l'annuler ou la retirer. La crise de Kardak. À la fin de 1995 et au début de 1996, la crise de Kardak a éclaté entre la Turquie et la Grèce. Bien qu'elle soit souvent présentée comme un différend limité de souveraineté portant sur deux petits rochers inhabités, Kardak était en réalité la manifestation d'un problème géopolitique beaucoup plus profond et plus large en mer Égée. La question ne se limitait jamais à Kardak. La crise a révélé le statut non résolu de nombreuses îles, îlots et rochers dont la souveraineté n'avait pas été explicitement transférée à la Grèce par les traités de Lausanne 1923 et de Paris 1947. Ce groupe de formations géographiques contestées est ensuite devenu publiquement connu en Turquie sous l'acronyme EGAIDAK. Îles, îlots et rochers dont la souveraineté n'a pas été transférée à la Grèce par des traités. En conséquence, le statut juridique et stratégique de ces formations est entré de manière beaucoup plus visible et systématique dans l'agenda de sécurité nationale de la Turquie. L'importance de ces formations ne réside pas dans leur superficie terrestre, mais dans les zones maritimes qu'elles peuvent générer. Les eaux territoriales susceptibles d'être produites par 153 îles, îlots et rochers contestés correspondent à près de 6% de la mer Égée. Autrement dit, les zones de juridiction maritime qui les entourent sont stratégiquement bien plus précieuses que les rochers eux-mêmes. Après la crise de Kardak, la Turquie a commencé à souligner plus fortement que le différend égéen ne se limitait pas à la délimitation du plateau continental ou aux eaux territoriales. Il concernait aussi la souveraineté non résolue de nombreuses formations géographiques dont la propriété n'avait jamais été juridiquement réglée par des traités internationaux. Par conséquent, l'étendue des différends en mer Égée s'est considérablement élargie. Les eaux territoriales, la délimitation du plateau continental, l'espace aérien national, la ligne FIR,
le statut démilitarisé des îles de l'Égée orientale et la souveraineté des îles, îlots et rochers contestés sont devenus les composantes interconnectées d'une équation géopolitique beaucoup plus vaste. La crise de Kardak a également transformé la posture militaire et diplomatique de la Turquie en mer Égée. Ankara a conclu que le différend ne pouvait pas être géré uniquement au moyen d'arguments juridiques et de textes diplomatiques. La pratique effective de l'État, la présence navale continue, la capacité opérationnelle et la dissuasion sont aussi devenus des instruments essentiels de la politique. Après Kardak, la marine turque a adopté une posture opérationnelle beaucoup plus visible et active en mer Égée. Les réformes structurelles ultérieures, notamment les changements dans l'organisation des forces et du commandement après le séisme de Gölcük de 1999, ont encore accéléré cette transformation. La Turquie est passée de plus en plus d'une approche défensive réactive à une stratégie maritime plus active visant à affirmer et protéger visiblement ses droits souverains sur le terrain. Le problème de la Méditerranée orientale. Au début des années 2000, les développements en Méditerranée orientale ont encore intensifié la pression géopolitique sur la Turquie. La déclaration unilatérale d'une zone économique exclusive ZEE par l'administration chypriote grecque en 2003, sur la base de son accord avec l'Égypte, n'était pas seulement une initiative liée à l'énergie. Elle représentait la première grande étape d'une stratégie plus large visant à exclure la Turquie de l'équation géopolitique de la Méditerranée orientale. Peu après, la carte dite de Séville a commencé à circuler dans les milieux de l'Union européenne. Après l'adhésion de l'administration chypriote grecque à l'Union européenne en 2004, la vision maritime de l'UE a effectivement étendu les revendications de juridiction maritime grecque et chypriote grecque de l'océan Atlantique jusqu'aux côtes de la Syrie, de l'Égypte et d'Israël. Du point de vue de la Turquie, cette évolution constituait une menace stratégique sérieuse. Les implications de la carte de Séville étaient profondes. Elle fournissait un cadre susceptible de permettre à la Grèce de dominer presque toute la mer Égée et autoriser de minuscules îles comme Castellorizzo, Meis, situées à seulement quelques kilomètres de la côte anatolienne, à générer des zones de juridiction maritime disproportionnellement vastes en Méditerranée orientale. Dans le même temps, l'administration chypriote grecque, bien qu'étant une entité insulaire, était présentée comme ayant droit à de vastes zones maritimes face à la Turquie continentale. En outre, les droits légitimes de la République turque de Chypre du Nord, RTCN, sur les fonds marins et les zones maritimes environnantes étaient effectivement ignorés. Dans ce cadre, l'espace opérationnel et géopolitique de la Turquie en Méditerranée orientale était comprimé vers le golfe d'Antalya. La carte de Séville n'était pas simplement un exercice académique. Avec le temps, elle est devenue l'un des points de référence politiques influençant les discussions de l'UE et a fourni un appui intellectuel et juridique aux revendications maritimes maximalistes avancées par la Grèce et l'administration chypriote grecque. Le scandale du plan Annan. Au cours de la même période, le référendum sur le plan Annan s'est tenu le 24 avril 2004. Encouragée par le soutien politique d'Ankara et par une intense propagande de l'Union européenne, la population chypriote turque a voté en faveur du plan. Si la partie chypriote grecque l'avait également approuvé, la Turquie aurait probablement perdu la République turque de Chypre du Nord, son pilier géopolitique le plus crucial en Méditerranée orientale. C'est pourquoi le concept de patrie bleue, Mavi Vatan, est apparu comme bien plus qu'une doctrine concernant les zones de juridiction maritime. Il est devenu une ligne de résistance stratégique contre l'isolement géopolitique de la Turquie, la liquidation de la RTCN et l'encerclement progressif de l'Anatolie par les mers environnantes. C'est précisément pour cette raison que le terme « patrie » a été choisi consciemment. La question avait dépassé les enjeux de ressources énergétiques, de pêche ou de transport maritime. Les mers environnantes étaient devenues une composante inséparable de la souveraineté nationale et de la survie stratégique. Pour la première fois à l'époque républicaine, la Turquie a commencé à considérer ces espaces maritimes non pas comme des zones périphériques, mais comme des territoires stratégiques vitaux d'une importance égale à ses frontières terrestres. Pourquoi une loi sur les zones de juridiction maritime est-elle nécessaire ? L'émergence des zones de juridiction maritime, en particulier la doctrine du plateau continental, est directement liée à la grande transformation technologique et géopolitique qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'au début du XXe siècle, les mers étaient largement considérées comme des espaces de transport, de commerce et de manœuvres navales. La souveraineté de l'État en mer était généralement limitée à de minces bandes d'eau territoriales s'étendant approximativement jusqu'à la portée de l'artillerie côtière. Au-delà de cette limite, la haute mer était régie par le principe classique du mare liberum, la doctrine de la liberté des mers. Cette conception traditionnelle a commencé à changer radicalement après la Seconde Guerre mondiale. L'industrialisation rapide, la demande croissante d'énergie, les progrès de la technologie de forage offshore et la découverte de vastes ressources dans les fonds marins ont transformé les océans en une nouvelle arène de compétition géopolitique. Les fonds marins n'étaient plus considérés seulement comme une géographie sous l'eau, mais comme une frontière stratégique et économique.
Le tournant de cette transformation est survenu le 28 septembre 1945, lorsque le président américain Harry S. Truman a publié les célèbres proclamations Truman. Par 2 déclarations présidentielles distinctes, les États-Unis ont affirmé leur juridiction et leur contrôle sur les ressources naturelles du plateau continental adjacent à leurs côtes et ont introduit des mesures spéciales pour la protection des ressources halieutiques offshore. La proclamation Truman a marqué la naissance de la doctrine moderne du plateau continental. Pour la première fois dans l'histoire moderne, une grande puissance revendiquait des droits souverains exclusifs sur les ressources des fonds marins au-delà de ses eaux territoriales. Ce faisant, la conception séculaire de mer totalement libre et sans restriction a commencé à s'éroder. Ce basculement juridique et géopolitique a été institutionnalisé par la Convention de Genève de 1958 sur le plateau continental, qui a officiellement reconnu les droits souverains de l'État côtier sur les ressources du fond et du sous-sol du plateau continental. En substance, la technologie avait remodié le droit. La capacité d'exploiter les hydrocarbures offshore a créé une dimension entièrement nouvelle de la souveraineté. L'approche Truman a rapidement produit un effet domino dans le monde entier. Des États d'Amérique latine tels que le Chili, le Pérou et l'Équateur ont avancé des revendications allant jusqu'à 200 000 nautiques, afin de protéger les ressources halieutiques et marines. Avec le temps, davantage d'États côtiers ont adopté des revendications maritimes de plus en plus étendues sur les mers adjacentes et les ressources des fonds marins. L'étape majeure suivante est venue avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, CNUM, qui a introduit la zone économique exclusive, ZEE, aux côtés du régime du plateau continental. À mesure que la population mondiale augmentait et que l'importance stratégique de la pêche s'accroissait, les États ont cherché à contrôler non seulement les fonds marins, mais aussi la colonne d'eau elle-même, ainsi que les ressources vivantes et non vivantes qu'elle contient. Le concept de ZEE a donc accordé aux États côtiers des droits économiques souverains à la fois sur les fonds marins et sur les eaux susjacentes, jusqu'à 200 000 nautiques. Après 1982, de nombreuses puissances maritimes ont adopté une législation nationale complète afin de consolider leurs revendications maritimes. Les États-Unis, bien qu'ils ne soient pas devenus partie à la CNUM, ont déclaré leur ZEE par proclamation présidentielle en 1983 sous l'administration Reagan et ont réglementé leur zone de juridiction maritime par le droit interne. Le Brésil a suivi avec sa stratégie de l'Amazonie bleue en 1992, établissant un cadre juridique large pour la protection et la gouvernance de vastes espaces maritimes. La Chine a progressivement transformé ses revendications en mer de Chine méridionale en doctrine juridique interne, à travers le cadre de la ligne en 9 traits. La Russie a adopté sa propre loi sur la juridiction maritime en 1998. Autrement dit, les grandes puissances maritimes du monde ont cherché à renforcer leur souveraineté maritime, non seulement par le droit international, mais aussi par la législation nationale et une pratique étatique continue. De ce point de vue, le fait que la Turquie débatte encore d'une telle loi aussi tard qu'en 2026 révèle un sérieux retard institutionnel. La Turquie possède près d'un demi-million de kilomètres carrés de zones de juridiction maritime et environ 8 883 kilomètres de côtes, mais elle ne dispose toujours pas d'un cadre juridique complet régissant ces zones dans son droit interne. Au lieu d'une loi unifiée sur la juridiction maritime, la Turquie s'appuie actuellement sur des mécanismes fragmentés et dispersés. Décision du Conseil des ministres, déclaration de coordonnées du plateau continental soumise aux Nations Unies, pratique NAVTEX, réglementation de la pêche, mesures d'octroi de licences pour les hydrocarbures et compétences institutionnelles qui se chevauchent. Ces instruments existent, mais ils ne constituent pas une architecture juridique stratégique intégrée. Une loi complète sur les zones de juridiction maritime consoliderait toutes ces pratiques dispersées dans un cadre souverain unique. Une telle législation renforcerait considérablement la pratique étatique de la Turquie dans des zones qui constituent l'une de ses sphères d'intérêt géopolitique les plus critiques. Plus important encore, elle empêcherait les acteurs opposés d'institutionnaliser leurs propres revendications maximalistes au moyen des mécanismes de l'UE, des systèmes internationaux de licence énergétique, de partenariats avec des multinationales et de législation nationale. C'est précisément ce que la Grèce et l'administration chypriote grecque ont tenté de faire pendant des années. L'administration chypriote grecque a attribué des licences d'exploration énergétique offshore à de grandes compagnies internationales, tandis que la Grèce mobilisait les institutions de l'Union européenne, formait des consortiums énergétiques régionaux et bâtissait progressivement en Méditerranée orientale un écosystème juridique et politique interconnecté destiné à marginaliser la Turquie. Pour la Turquie, une telle législation ne serait donc pas une simple réforme juridique technique, elle représenterait la consolidation de la souveraineté maritime par le droit interne. En termes géopolitiques, elle transformerait les revendications maritimes, aujourd'hui fragmentées dans des pratiques administratives, en une stratégie nationale intégrée, soutenue par la législation, la continuité institutionnelle et une politique d'État de long terme. Conclusion, ce qui est aujourd'hui publiquement appelé la « loi sur la patrie bleue » est, en réalité, l'aboutissement de près d'un demi-siècle de lutte géopolitique et juridique.
La question ne peut pas être réduite aux seules tensions actuelles en Méditerranée orientale. Elle est le produit d'un long processus historique, allant de la crise du plateau continental de 1976 et de l'accord de Berne à la résolution de 1995 de la Grande Assemblée nationale de Turquie, de la crise de Kardak aux différents Egaidak et aux implications stratégiques de la carte de Séville. La Turquie ne peut plus gérer ses zones de juridiction maritime au moyen de réglementations fragmentées et de mesures administratives temporaires. Elle a désormais besoin d'un cadre stratégique unifié fondé sur une politique d'État cohérente. La souveraineté ne s'établit pas simplement en défendant des arguments juridiques dans les forums internationaux ou en invoquant de manière répétée le concept de patrie bleue. Elle doit aussi être exercée par une pratique étatique concrète. Un État doit être en mesure de délivrer des licences, de réglementer et de taxer l'activité économique, de superviser les opérations étrangères, de soumettre la recherche scientifique à des mécanismes d'autorisation nationale, de réglementer la pêche, d'établir des zones de sécurité et d'imposer des sanctions lorsque cela est nécessaire. En ce sens, la législation interne constitue le fondement juridique de la souveraineté maritime de facto. Les grandes luttes géopolitiques qui se déroulent aujourd'hui, de la mer de Chine méridionale à l'Arctique, sont façonnées non seulement par les déploiements navals, mais aussi par des stratégies de souveraineté maritime institutionnalisées par le droit interne. C'est précisément ce que la Chine a poursuivi en mer de Chine méridionale, ce que les États-Unis ont mis en œuvre en Alaska et dans le Pacifique, et ce que la Russie a fait dans l'Arctique. La Turquie doit désormais agir avec le même degré de conscience stratégique de long terme. Pour cette raison, l'adoption d'une loi complète sur les zones de juridiction maritime constituerait une étape tardive mais stratégiquement indispensable. La question n'est plus simplement celle du droit maritime, elle concerne l'indépendance géopolitique de la Turquie, sa sécurité énergétique, sa liberté de navigation et de manœuvre enneigée, l'avenir de la République turque de Chypre du Nord, l'équilibre des forces en Méditerranée orientale et la protection des droits souverains en mer. De même que le concept de patrie bleue a représenté un éveil stratégique et intellectuel, une loi sur les zones de juridiction maritime constituerait la consolidation juridique et institutionnelle de cet éveil. Recommandations pour la Turquie. Dans le cadre d'une telle législation, la Turquie devrait déclarer officiellement une zone économique exclusive en Méditerranée orientale. En mer Égée, les 153 îles, îlots et rochers classés dans le cadre Egeidak, susceptibles d'affecter directement la délimitation future des zones de juridiction maritime, devraient être explicitement identifiés et intégrés au cadre juridique par leur nom. En outre, des zones spéciales de protection de la pêche devraient être établies dans les secteurs liés à ces formations géographiques contestées. Par ailleurs, après l'entrée en vigueur de cette loi, la Turquie devrait intensifier ses activités de recherche sismique et de forage dans les zones qui se chevauchent avec les revendications de plateau continental affectés par les blocs de licences offshore déclarés unilatéralement par l'administration chypriote grecque en 2007, en particulier les blocs 1, 4, 5, 6 et 7. Du point de vue d'Ankara, ces zones de licence chevauchent les revendications de plateau continental de la Turquie en Méditerranée orientale et constituent donc des zones contestées. De telles mesures ne représenteraient pas seulement des initiatives de politique énergétique, elles démontreraient la transformation de la souveraineté maritime, d'une doctrine théorique en une politique d'État géopolitique intégrée, soutenue par le droit, la diplomatie, les instruments économiques et une présence maritime durable.